Jean-Christophe Crespel, sans faire injure aux deux autres intervenants, vous êtes sans doute des trois le plus hybride, au sens où vous êtes le directeur de la Guilde, qu'on ne présente pas, qui porte ce sur quoi vous allez nous parler, l'agence des micro-projets, mais qui est une initiative pour laquelle vous avez été missionné par l'État. C'est en ce sens-là qui me... voilà. Je ne le présenterai pas comme ça. Ah bon, vous pouvez apporter un correctif, mais... Pas, alors, je vous laisse apporter le correctif, mais gardez à l'esprit ce que nous a dit et Julie Gaudin et Agnès, on va l'appeler comme ça, Agnès Golfier. Vous vous retrouvez dans le tableau qu'elles ont dressé de la situation ? Oui, c'est très intéressant ce tableau. Et puis la terminologie, il se trouve qu'on a fait une étude ayant effectivement au sein de la Guilde cette agence des micro-projets. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, déjà dans un premier temps, d'où ces contacts avec Julie pour nous parler de Belgique, de Wallonie, du Nord, etc. Mais aussi avec des contacts dans d'autres pays. Donc une quinzaine de pays d'Europe, et une petite synthèse de tout cela est présente et disponible ici. Donc là où, dans certains pays, on va effectivement parler d'initiatives populaires, de solidarité internationale, dans d'autres pays, on va parler d'initiatives privées, tout simplement, comme aux Pays-Bas. On va parler parfois de quatrième pilier, et ce quatrième pilier, c'est le terme qui est utilisé en Flandre, sachant que les trois premiers piliers sont la coopération bilatérale, la coopération multilatérale et la coopération non gouvernementale. Il y aurait donc un quatrième pilier qui est celui de ces petites initiatives. Petites initiatives de solidarité internationale. Le terme utilisé le plus courant en France, c'est effectivement micro-projet. Et quand on regarde ce terme et qu'on essaye de comprendre est-ce qu'il est partagé ou pas à l'international, eh bien on se rend compte qu'on est peut-être sur une spécificité française, puisque dans d'autres pays, on va parler de small grants. Et là, on voit que grants, on va parler plutôt des financements plutôt que des projets. Intéressant. Et dans d'autres pays, qui sont les pays anglo-saxons, où on aura plutôt tendance à parler des petites associations, des petites ONG, sachant que pour eux, une petite ONG en Angleterre, c'est une structure qui fait un budget inférieur à 1 million de livres. Alors que nous, on est plutôt autour de 100 000 € de budget annuel pour une petite organisation. Donc on voit qu'on n'est pas forcément sur les mêmes échelles. Donc effectivement, c'est intéressant de voir et de comparer ces éléments-là. Et puis se dire qu'effectivement, les micro-projets sont soutenus, vous disiez, par l'État aujourd'hui, c'est vrai, mais les initiatives que nous avons menées sont soutenues depuis 30 ans. On a fêté l'année dernière la 30e année de cette agence des micro-projets, ou de ces dotations financières que nous amenions et que nous amenons toujours aux porteurs de projets. Et tout cela est né d'initiatives totalement privées, d'entreprises, de particuliers qui voulaient effectivement aider et accompagner tout cela. Avec, au sein de la Guilde qui a connu une activité d'aventure très forte, puisque ça a été créé par des personnes qui elles-mêmes voyageaient de par le monde, a mis en place, après avoir découvert le monde de certaines manières, a mis en place des initiatives liées à ce qu'ils ont appelé auparavant l'aventure solidaire, aventure pour aider les autres en leur amenant parfois de l'aide, parfois des médicaments, parfois de l'alimentaire. Donc ça, c'était dans les années 80. Et dès 1983, l'idée de travailler ensemble, tous acteurs de la solidarité, dans ce qui était le forum d'Agen. Certains d'entre vous ont connu ce forum. Et je reprenais l'affiche de ce premier forum d'Agen. Vous ne le voyez certainement pas très bien ici, mais ce premier forum international à Agen en 1983 était appelé le Forum international de la coopération volontaire, alors que par la suite, on a plutôt parlé de solidarité internationale. Avant de poursuivre une question, est-ce que je me trompe si je dis que ce que vous nous dites, au fond, c'est que non seulement vous aviez, pour cause, repéré le phénomène de longue date, mais que vous avez l'expérience pour accompagner ces initiatives dont Julie nous a dit qu'elles n'étaient pas forcément toujours outillées, elles n'avaient pas forcément toujours les compétences, les financements, etc.,
etc. Donc non seulement vous les avez repérés de longue date, mais vous avez l'expertise, l'ingénierie pour les accompagner et suppléer à ces éventuelles faiblesses. Alors c'est ce que l'on essaye de faire, effectivement, le mieux possible. On parlait tout à l'heure de 30 000 structures. Dans nos fichiers actuellement, on en a 7 000 que l'on a bien identifiés, que l'on aide, que l'on accompagne au quotidien. Et bien sûr, c'est nécessaire de le structurer. Jusqu'à le présent, on le faisait avec des financements privés. On a réussi, grâce au forum d'Agen d'ailleurs, à faire venir des ministres à Agen et dire ce sujet-là, c'est un sujet important. À un moment, l'État certainement devra aider et accompagner ce mouvement, ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, avec un financement qui était modeste, puisque sur les dernières années, on était sur des financements d'environ 120 000 euros. Alors, 120 000 euros pour l'ensemble des micro-projets, vous vous rendez compte de ce que c'est ? Une petite association qui fait peut-être 30 000 euros, c'est-à-dire qu'en gros, l'État finançait l'équivalent de 3 ou 4 associations sur les 30 000. Donc, bien évidemment, le financement privé, il est essentiel, il est primordial et il est prédominant. On a du coup poussé effectivement les pouvoirs publics à monter cette enveloppe pour dire non, l'enjeu est important, l'enjeu de ces micro-projets, de ces petites associations, il est essentiel et on a réussi par biais de lobby à effectivement le faire monter jusqu'à un montant qui est plus raisonnable, qui est un montant d'1 million d'euros par an. Donc aujourd'hui, effectivement, on gère cela et je vous rejoins quand vous disiez qu'on travaillait avec les pouvoirs publics pour ça et très clairement avec l'Agence française de développement. Et ça nous a permis de structurer ces éléments-là en 4 parties. Je vais être très bref. 4 parties, mais qui sont extrêmement structurantes. Première partie, c'est discerner. Parce que ces acteurs, ces initiatives populaires, eh bien, ont besoin de comprendre si elles peuvent être accompagnées, sur quoi, comment, quelle est leur difficulté, faire une sorte d'état des lieux. Donc discerner, et ça on le fait par des entretiens individuels avec les porteurs de projets, qui sont gratuits grâce au financement public, et qui va leur permettre de dire effectivement j'ai tel ou tel diagnostic et je peux aller dans telle ou telle direction. Deuxième point, former. Former et accompagner, là on voit, c'est essentiel de former et accompagner les porteurs de projets, les former à la conception et au montage de projets, les former au partenariat, parce qu'on travaille avec des pays du Sud, avec des structures du Sud, et qu'il faut que le partenariat soit équilibré, ça a été dit et rementionné, c'est essentiel. Travailler en formation aussi sur le financement, parce que sans financement, eh ben, on va avoir du mal à avancer. Donc comment trouver des financements ? Et puis une formation aussi sur le suivi et l'évaluation, parce que si on fait ça et qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on ne va pas aller bien loin. Et depuis peu, là, on est en train de mettre en place d'autres formations sur la communication, puisqu'il faut aussi pouvoir communiquer, notamment via les réseaux sociaux, mais la vidéo, etc., avec les outils modernes. Et puis, se structurer en termes de ressources humaines au siège. Troisième partie, j'en ai 4. Troisième partie, c'est le financement lui-même. Parce que pour que ça fonctionne, il faut mettre de l'argent et il faut financer. Et avec les pouvoirs publics, on a réussi à mettre en place des financements à hauteur de 10 000 euros par micro-projet. Donc un micro-projet, il est défini comme étant un projet inférieur à 65 000 euros. Donc vous voyez que la part de financement public, elle est relativement faible, mais elle est présente. Et 10 000 euros, c'est vraiment un sacré coup de pouce aussi pour les associations. Les financements de l'agence des micro-projets, des financements privés qu'on trouve toujours, et puis les orienter vers d'autres financements, des financements de fondations, des financements privés, des financements de collectivités territoriales. Donc là, une banque de données gratuite et qui se trouve sur Internet pour aller dire moi je suis dans telle thématique, dans tel pays, qu'est-ce que je peux avoir comme financement ? Hop, et bien ça va me sortir la liste des potentiels financeurs. Et puis la dernière partie, bien sûr, la partie évaluation. Évaluer les projets, évaluer la manière de faire et évaluer par la création, et ça c'est ce qu'on a voulu pour l'ensemble du secteur, d'un observatoire. Un observatoire des micro-projets qui va du coup nous permettre de lancer cette étude européenne qui est actuellement en train de travailler sur des études thématiques, qui a travaillé sur les questions d'innovation, qu'est-ce qui est innovant actuellement dans le secteur et comment peut-on l'aider et l'accompagner. Et pour ça, c'est intéressant aussi de le mentionner, on est allé recruter des personnes qui avaient des connaissances de l'observatoire et notamment des personnes qui avaient travaillé sur l'observatoire du volontariat. Vous voyez la passerelle, volontariat, micro-projet, parce qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par Julie, les porteurs de projets
aussi envoie des volontaires sous différents statuts. On a parlé du VSI, il y a d'autres statuts, et puis parfois c'est hors statut, historiquement. Voilà comment ça se passe. Vous faites bien de renvoyer régulièrement à Julie Godin, parce que ça répond à ma question qui me trottait dans la tête, c'est dans quelle mesure ce travail d'observation, vous le faites en complémentarité, en bonne intelligence avec d'autres institutions ou d'autres chercheurs pour éviter de démultiplier les observatoires. Mais j'ai relevé aussi dans votre propos que vous travailliez avec les collectivités territoriales. Je rebondis sur ce point parce que ça m'offre matière à transition. Nous allons partir au centre avec Romain Lemoyle, alors chargé de mission coopération décentralisée. Je ne devrais pas insister là-dessus parce que ce n'est pas vraiment de cela dont vous allez nous parler. Quoique, ce pourquoi vous êtes venu, c'est pour peut-être aussi compléter ce qu'a dit Jean-Christophe Crespel au regard de votre travail avec cette agence, mais de manière plus générale, ce que vous faites pour justement repérer les initiatives, les accompagner, les aider, etc. Tout d'abord, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Romain Lemoyle. En fait, je vais présenter rapidement les dispositifs d'appui à l'engagement international de la région Centre. Ils se présentent en 4 axes. Le premier, en fait, c'est un dispositif d'appui financier. C'est vrai que c'est un dispositif d'aide aux associations régionales qui sont impliquées en solidarité internationale. Dans un second temps, je présenterai les actions de sensibilisation à la citoyenneté mondiale. Ensuite, la possibilité offerte aux agents du Conseil régional d'effectuer une mission en congé de solidarité, donc un congé de solidarité qui est également mis en place avec France Volontaire. Et pour terminer, je vous présenterai le partenariat avec le réseau régional des acteurs de solidarité internationale qui s'appelle S'entraider. Le dispositif de soutien financier aux acteurs régionaux, il se distingue en deux parties, c'est-à-dire que en fait, la région Centre a 9 partenariats de coopération décentralisée dans le monde. Et on s'appuie sur ces coopérations-là pour impliquer nos acteurs de la région dans la solidarité internationale sur ces régions-là. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, celles qui interviennent sur d'autres... Arrêt sur image, excusez-moi. Donc vous vous appuyez sur une coopération institutionnelle, une solidarité institutionnelle, pour aider des initiatives qui ne sont pas institutionnelles. Okay, voilà. En fait, l'idée, c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs de la solidarité internationale sur nos zones partenaires. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir une coordination et une certaine cohérence dans l'action. Donc voilà, après, on n'est pas fermé que sur ces 9 zones-là. On appuie également des associations sur d'autres pays. Donc c'est vrai qu'en moyenne, l'aide s'estime à 50% du financement du projet global et dans une fourchette maximum de 10 000 euros. Enfin, l'aide, c'est un maximum de 10 000 euros. Voilà. Donc il faut que ce soit, juste pour cibler, c'est que faut que ce soit des associations de loi 1901. On intervient également en appui d'établissements publics, comme des lycées par exemple, des collectivités territoriales. On appuie également des mairies. Et il faut absolument que du coup leur siège soit au niveau territorial en région Centre. Donc, dans un second temps, l'action de sensibilisation à la solidarité internationale, ou maintenant le nouveau mot à la citoyenneté mondiale. Tous les ans, la région Centre organise, cette année c'est le 15 novembre à Blois, c'est les rencontres régionales de la coopération internationale. Donc c'est un moment d'échange en fait avec le public au sens large du terme, et ça permet également aux associations impliquées dans les solidarités internationales de profiter de ce forum-là aussi pour se faire connaître et échanger sur leurs actions. Donc on intervient également auprès des lycéens, toujours dans cette semaine de la solidarité internationale. Cette année, on organise une journée de sensibilisation avec des lycéens dans le cadre du festival du film alimentaire. Voilà, donc c'est juste pour essayer d'insuffler un peu d'ouverture internationale au jeune public. Voilà. Donc troisième point, le congé de solidarité. La volonté, en fait, c'était dans le cadre de son agenda 21. Le Conseil régional a mis en place, avec l'aide de France Volontaire, comme je disais tout à l'heure, un dispositif de congé de solidarité. Donc c'est ouvert à tous les agents du Conseil régional. Donc ça peut aller de l'agent technique d'un lycée à... C'est vraiment des personnes à la base qui ne sont pas forcément justement de la partie, entre guillemets, quoi. Donc à titre d'exemple, le but recherché...
tout d'abord, c'est de développer une culture internationale justement au sein des services de la région Centre. Et donc, pour exemple, en fait, ces 2 dernières années, on a 4 agents qui sont partis. Bon, ils se sont surtout focalisés sur notre coopération au Maroc. Et les thématiques étaient diverses. On a eu la lutte contre les addictions, par exemple. On a eu un projet sur ambassadeur du tourisme, sur un échange de pratiques sur le tourisme. Et également un soutien pédagogique à la petite enfance. Voilà. Donc je terminerai juste, pour ne pas être trop long, sur le réseau régional des acteurs s'entraider. Bon, c'est toujours délicat de parler en nom de S'entraider. Oui, penser. jeu de mots. Bravo, ouais, bravo. Oui. J'y étais pas. C'est vrai. Donc s'entraider, en fait, c'est un réseau régional qui regroupe les acteurs de la solidarité internationale. Voilà, le but, en gros, c'est une nécessité d'accompagnement et de coordination des différents acteurs de la solidarité internationale. Donc, c'est une association qui a été créée en 2000. Donc, comment ça se passe? En gros, c'est un soutien financier. Donc, non, ça, je vais le passer, parce que ça, c'est vraiment s'entraider. C'est pas l'objet. Donc, les missions de s'entraider. Les missions, c'est assez simple. C'est en gros identifier les acteurs régionaux du territoire ainsi que leurs projets. C'est informer et diffuser et capitaliser sur leurs projets. Donc il y a le partage d'informations, d'une certaine coordination. Il y a également, comme on parlait Jean-Christophe tout à l'heure, il y a une nécessité aussi d'essayer de former les acteurs, ou en tout cas les accompagner dans le montage de leurs projets. Il y a également donc, du coup, un accompagnement individualisé et du coup, comme je le disais tout à l'heure, une mise en réseau. Alors, je vous propose de ne pas entrer plus dans le détail. Voilà. J'imagine que tout ça est bien expliqué sur votre site. J'aurais une question à laquelle vous répondez très, très brièvement. C'est-à-dire, les personnes qui, au sein de votre collectivité territoriale, sont en charge d'accompagner, d'aider, etc., le font d'autant plus efficacement qu'elles ont elles-mêmes, que vous avez vous-même une expérience du volontariat? Oui et non. Oui et non. En fait, donc les personnes qui travaillent au sein de ce service de coopération décentralisée, on a une expérience à l'international. Oui. Donc moi, je travaillais à l'international, mais pas au sens du volontariat. Par contre, nous travaillons avec des volontaires dans nos zones de coopération. On emploie 4 volontaires dans nos zones de coopération pour nous appuyer sur place dans le maintien et puis la dynamique de nos coopérations, quoi. Très bien. Poursuivons avec le troisième intervenant, Maxime Guitta. Alors, je serais tenté de vous demander, est-ce que toutes les questions qu'on se pose, ce sont des questions que vous vous êtes posées pour choisir la structure à laquelle vous allez vous associer pour votre expérience de volontariat? Mais auparavant, peut-être justement, présentez-vous plus en détail comment vous y êtes venu à partir d'une formation en agronomie qui n'a pas pourtant été le seul facteur explicatif de votre engagement. Donc tout d'abord, je vais me présenter, Maxime Guitta. Je fais partie de l'association APAGRI, qui a pour vocation d'appuyer des projets agricoles dans les pays en voie de développement. Donc on est actuellement partenaire avec une coopérative de producteurs de bananes plantains au Cameroun. Donc le but de notre association est donc d'appuyer le développement de cette coopérative, son développement et sa structuration. Pour revenir brièvement sur l'historique de la création de l'association, donc c'est né d'un départ d'un étudiant de l'ISARA, Lyon, qui est une école d'ingénieurs en agronomie, qui est parti faire un stage d'1 mois au Cameroun, et donc qui a rencontré des personnes sur place, et qui a noué des liens d'amitié avec certaines personnes au Cameroun, et qui, quand il est revenu en France, a eu la volonté de continuer à aider ces personnes-là sur place. Et du coup, après un travail de 2 ans, est née l'association APAGRI en 2012. Et à partir de cette création, s'en est suivi tout un travail à la fois d'appui de la coopérative, de développement du projet PIFRACAM, et du développement de l'association en France. Et donc pour en revenir aux différentes interventions qu'il y a eu avant, il est vrai que en étant une association d'étudiants, il est assez compliqué de trouver les partenaires et les outils qui nous permettent de nous développer, nous qui n'avons pas ou peu d'expérience du domaine de la solidarité internationale.
Et voilà, il a fallu se créer un réseau, se trouver des partenaires afin de trouver des réponses aux questions qu'on se posait pour pouvoir se développer, pour pouvoir développer notre structure, mais aussi pour créer un partenariat réciproque avec notre coopérative partenaire au Cameroun. Alors, est-ce que maintenant, avec le recul, le fait d'avoir eu la possibilité de solliciter une collectivité territoriale, peut-être pas le centre, mais plutôt Rhône-Alpes en ce qui vous concerne, et puis l'agence des micro-projets, vous aurez permis de brûler des étapes? Quel regard vous posez sur les ressources dont vous disposez et dont on a eu plusieurs exemples? Il n'y a pas de regret par rapport à notre parcours. On s'est fait aider par plusieurs structures, Resacop, le réseau étudiants en développement aussi, qui est basé sur Paris. Le président qui est maintenant la personne qui a créé l'association APAGRI, maintenant président d'étudiants en développement. Donc voilà, ces gens-là nous ont aidés à nous développer et à organiser notre association pour trouver les outils nous permettant de mener à bien notre partenariat et de se poser vraiment les bonnes questions sur notre partenariat. Prolongeons. Dans quelle mesure vous vous engagez dans la réflexion qu'évoquait Julie Godin, que nous avons poursuivie avec les deux autres intervenants, sur peut-être la nécessité ou le besoin d'y voir un peu plus clair sur les actions des uns et des autres, etc. Est-ce que vous œuvrez aussi pour, à l'une des chartes